j'ai un nouvel invité. Et une fois de temps en temps, il va venir nous jaser. Et il publie beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais pas juste les réseaux sociaux. Il y a son journal web aussi. Et on a eu une couple de bonnes discussions ensemble. Et je suis très heureux qu'il ait accepté l'invitation pour une nouvelle collaboration qu'on va travailler avec FNL Freedom News. Alors, il écrit des textes, il va pouvoir en écrire. Qui sait, il y aura peut-être des textes conjoints, signés, des entrevues. Tu sais, un mélange de toutes sortes de choses. Donc, avec moi, j'ai Julien Garon-Carrier. Bonjour, Julien. Salut, salut. Alors, merci d'avoir accepté. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi. Là, je vais enlever la bannière parce que toi, tu n'es pas une guidonne politique, justement. Tu t'es tenu debout. Au contraire. Ben oui, parce que Julien, on s'est parlé. C'est quelqu'un qui s'est tenu un peu dans les dernières années. Il a tenu son bout avec fierté. Les convictions, je pense, c'est encore important pour toi. Hein? On peut dire ça. Ça a sa place dans notre société. Complètement, complètement. Je vais me présenter, en fait, faire un petit topo. Là. Ben oui, c'est quoi mon parcours, qui je suis, puis c'est quoi mon média. En fait, je m'appelle Julien Garon-Carrier. Je suis le rédacteur en chef de Indocile Média. Donc, vous pouvez aller faire un tour sur le site web indocilemedia.com. Moi, je suis un journaliste de carrière. J'ai un bac en communication, de maîtrise en sciences politiques. J'ai commencé au début des années 2010 à écrire pour les petits journaux hebdomadaires locaux. J'ai poursuivi ma carrière. Je me suis ramassé à l'agence QMI. Je publiais des textes pour le Journal de Québec, Journal de Montréal, etc. Pendant la pandémie, c'est là que j'ai pris un 2 minutes avec le groupe québécois, vraiment. Et j'ai quand même réussi à publier certains articles qui allaient à l'encontre du narratif, mais pour moi, là, la pandémie, ça a vraiment ébranlé toutes mes convictions, en fait, envers le système. Là. Avant ça, j'étais vraiment comme dans la cage journalistique, où est-ce que j'endossais le narratif, tatati tatata. J'avais quand même, une certaine vision critique des choses, là, parce que, veux pas, je suis quand même formé en philosophie politique, fait que, j'ai toujours un regard critique sur la géopolitique et la société en général. Ceci dit, je me suis associé, à vrai dire, j'ai parti Libre Média avec 5 autres personnes avant que ce soit Jérôme Blanchet-Gravel qui reprenne ça. Mm-hmm. Je ne suis pas resté là longtemps parce que ça ne fonctionnait pas avec le président. Bref, longue histoire. Puis, j'ai continué mon parcours. Je suis devenu directeur de l'information dans une station de TVA en région. Mais tu sais, même si tu es en région, là, je veux dire, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, les médias d'information, même si c'est de l'information plus légère ou plus régionale, whatever. Donc, je suis revenu Et question là-dessus, parce qu'on pense souvent justement, parce que c'est en région qu'il y a plus de liberté de rédaction. Moi, je l'ai vécu, j'ai déjà été rédacteur en chef dans le passé. À l'époque, 1990, 91, 12, on avait une totale liberté de diffusion d'informations. On a choqué, on a brassé. Ah oui. Mais c'était une autre époque aussi. Même encore en région, donc on le voit, ce n'est plus ça actuellement. Tu as des contraintes, même en région, des plus petits journaux, tu es suivi, surveillé. Et comment ça marche un peu? Parce que, mettons que tu arrives, tu as une bonne idée. C'est-à-dire que c'est un écosystème global. Si tu es un journaliste, tu ne veux pas aller à l'encontre du narratif dominant parce que tu vas être catégorisé comme étant un journaliste complotiste. Je te donne un exemple. Je suis déjà allé dans une conférence de journalistes là, à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie. Okay? Écoute, j'ai oublié le nom de la conférence. Là, c'était la première année qu'il tenait, mais c'est vraiment comme pour les journalistes du Québec. Puis là, tu avais, sur le stage, tu avais des participants, dont Isabelle Haché, qui parlait de son voyage en Ukraine. Tu sais, à quel point elle avait pu se déplacer librement sur le territoire, qu'elle avait interviewé des citoyens, pour prendre le pouls de la situation. Moi quand c'était lors de la période de questions, j'ai littéralement dit, ouais, mais tu sais, dans le fond, vous étiez embarqué avec l'armée, tu sais, embedded. Tu sais, je veux dire, elle n'était pas libre d'interviewer qui elle voulait parce qu'elle était avec les soldats ukrainiens puis elle se déplaçait sur le territoire. Puis c'est eux qui l'amenaient interviewer les personnes qui choisissaient, tu sais, parce qu'elle n'était pas libre, en fait, de questionner qui elle voulait. Fait que là, quand j'ai dit ça, tu sais, j'ai juste eu à dire ça dans toute l'assemblée là, de journalistes qui étaient présents dans la salle. Moi, j'ai été dépeint comme étant le journaliste complotiste à partir de ce moment-là. Tu as juste
poser une question logique, très bonne. C'est tout. Ça te donne-tu une idée du niveau de conformisme de la casse journalistique aujourd'hui? Donc, tu sais, en région, oui, tu vas avoir des nouvelles un peu plus régionales sur lesquelles il va y avoir un certain degré de liberté. Tu sais, si tu interviews un maire d'une municipalité ou je sais pas quoi. Mais pour les grands enjeux nationaux, peu importe le média, ça va suivre la ligne. Ça va suivre la ligne déterminée par les grands médias. Puis on voit que c'est même un enjeu qui est présent pour nos grands médias à nous. C'est-à-dire que sur les nouvelles internationales, ils vont calquer les agences de presse. Ah oui. That's all. Ah oui, ils prennent l'agence France Presse, AFP ou Reuters, puis copie-coller, that's it. Nous, notre écosystème médiatique est même déterminé par plus grand que nous, c'est-à-dire les nouvelles internationales des agences de presse. Puis, c'est pas rare non plus de trouver des points de vue similaires, mettons, dans la presse à ce que tu vas voir dans le Washington Post ou dans le New York Times. Pourquoi? Parce que les journalistes, là, les grands journalistes de la presse, les chroniqueurs de la presse, là, bon, ils vont aller s'inspirer là pour parler des États-Unis, tu sais, Boisvert, Haché, etc. Là. Ils vont aller s'inspirer là. Oui. Mais. Fait que c'est ça. Fait que, moi, en fait, je suis revenu de la Gaspésie. Là, j'ai dit, OK, là, j'ai fait le tour. Tu sais, j'avais travaillé dans une station régionale en Gaspésie. J'ai fait le tour. J'ai dit, il faut que je revienne à mes premiers amours, comme quand j'ai fondé Libre Média. Ça me prend mon média à moi pour parler des sujets dont je veux parler avec une liberté d'expression totale, pleine et entière, selon mon propre niveau d'analyse. Tu sais. Moi, je suis un gars qui lit beaucoup, je suis un gars qui écrit beaucoup, je suis un gars qui se renseigne beaucoup. Je ne peux pas m'exprimer dans les médias traditionnels, mais je suis un bon journaliste. Tu sais, je fais des textes, j'aime ça, je suis passionné. Ben écoute, ça me prend ma propre plateforme. C'était la conclusion logique à laquelle j'en suis arrivé, peut-être un peu trop tard. Des fois, il y a des parcours. Pour ceux qui nous écoutent sur X actuellement, donc, quand Julien publie quoi, on va en montrer une coupe. Donc, je vais arrêter ceci. On va montrer sur X et des textes, alors toujours accompagné. C'est très simple, @Indocile Média sur X. In libertate veritas. Alors, tu vois, tu as choisi un slogan, In libertate veritas. Explique-nous un peu comment tu l'as vu, pourquoi ce slogan-là. Et je vais te montrer, peut-être, on n'a pas eu le temps de se parler, mais tu sais, des fois, on est séparés, on ne connaît pas tout ce qu'on fait. FNL a aussi un slogan qui est un peu dans le même sens, puis je pense que c'est pour ça qu'on vient s'entendre. Oui, je vais te le montrer, puis voilà. Libertas Veritas Que Honor. Et parle-nous de ton slogan aussi, j'aime beaucoup, In Libertate Veritas. Vas-y. Ben, Libertate Veritas, c'est du latin qui signifie la vérité libère. En fait, si on est emprisonné dans un monde de mensonges construit, en fait, le narratif des médias traditionnels, c'est une construction sociale. Donc, si on est emprisonné dans une construction sociale qui n'est pas le reflet réel de la réalité, en fait, on vit dans un monde de mensonges. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de médias traditionnels ou indépendants de la région de Québec qui utilisent le terme le dôme. Le dôme, oui. Parce qu'on est enfermé dans un dôme où est-ce qu'on ne voit pas, en fait, ce qui se passe autour de nous, ce qui serait un peu plus comme le reflet de la vérité. Ben, In Libertate Veritas, c'est ça aussi. C'est-à-dire que par la vérité, nous allons trouver la liberté. La liberté vous rendra libre. En fait, un citoyen qui est bien informé va être en même de faire des choix rationnels dans une société démocratique. Moi, c'est ce que je pense. Oui. Donc, pour être bien informé, pour pouvoir faire des choix rationnels, il faut connaître la vérité. Pour connaître la vérité, il faut être bien informé. Donc, si tout ce qu'on consomme, c'est un écosystème médiatique, ça provient d'un écosystème médiatique circulaire, tu sais, comme Pierre Bourdieu en a déjà parlé, là, la circulation circulaire de l'information. Tout le monde va vouloir se battre pour avoir la même nouvelle en même temps. T'sais. Fait que ça, c'est la guerre des médias. Tu vois, la presse, le devoir, là, Radio-Canada, Québécois, bon là, il se passe un fait divers. Tout le monde veut avoir la même nouvelle en même temps. Ça, c'est la circulation circulaire de l'information. Puis là, après ça, chaque média va avoir sa propre identité, plus ou moins fédéraliste. Mais dans ton image, là, je peux pas je sais pas, je peux la grossir. Ouais, on le voit bien, là, c'est à New York. It's time the liberal media stop censoring the news. Tu sais, quand tu dis qu'ils font une guerre entre eux, en fait,
ils font une guerre à qui ne serait pas le plus à gauche, le plus endoctriné. Il y a eu une concentration de médias, mais il faut en parler. Les MSM, Liberal Media, et c'est Mark Dice, c'est un de ses chevaux de bataille aussi, la mainmise des médias, la concentration des médias qu'il y a eu, très importante à travers quelques groupes, mais surtout tous à gauche, les libéraux, médias, puis je pense que ce ne sera pas un secret de polichinelle pour dire qu'au Québec, on est un peu de même. Seigneur, c'est juste ça. C'est ça. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça des médias de gauche au Québec. Ce ne sont que des médias subventionnés, d'une part, et de gauche. Mais, hier, budget, une note, j'ai oublié de mentionner. Hier, dans le budget, je ne sais pas si tu as pogné Radio-Canada, il allait avoir une petite enveloppe supplémentaire. Sais-tu combien? Oui, 150 millions. Quand même plus bas parce qu'il y en avait déjà, mais ils ont été raisonnables hier. 170 millions encore de plus par rapport à tout le reste. Ça, c'est le Radio-Canada. Voilà. Alors, vous serez bien endoctrinés, chers Québécois et Canadiens. Radio-Canada y veille. Donc, voilà. Donc, et ça ici, le 9 septembre, ça, c'est bon. Moi, j'aimais ça, puis l'œil, hein. Wow. Société du contrôle. Alors, parce que Julien a un volet que j'aime beaucoup, très recherché, songé, un peu philosophique. J'ai commencé à faire des petits segments philosophiques. De temps en temps, on s'amuse avec ça. Société du contrôle. Le gouvernement Carney est en train de légiférer pour instaurer une infrastructure sécuritaire de l'Internet et des télécommunications qui s'apparentent à la fabrication d'outils de surveillance et de censure. Et on a toujours le lien de l'article en commentaire. Exact. Alors, voilà. Et beaucoup de réflexions. Et on va travailler, 6900 vues. C'est le genre de texte. Si on était vraiment moindrement allumé, on devrait tout le temps être dans les 10 000. Oui, il y a de la censure, du shadowban et autres, mais ça, on voit les chiffres. Alors, c'est pour ça qu'il faut contribuer absolument. C'est sûr que moi, je n'ai pas un gros following là, sur X parce que c'est un peu triste, ça, mais pendant la pandémie, en fait, moi, j'ai supprimé mon compte X. J'avais plusieurs centaines, peut-être quelques mille de followers en tant que journaliste traditionnel, mais je savais que j'avais publié des articles là-dessus, puis des points de vue qui allaient à l'encontre du narratif. Puis moi, je cherchais encore à me trouver une job dans les médias traditionnels. Je me disais, si je garde ça actif, c'est sûr que je me trouverai plus rien, parce que je n'étais pas encore déterminé à faire le grand saut complètement. Là, parce que je veux dire, c'est un grand saut. Tu ne peux pas revenir en arrière. Moi, je ne pourrais plus jamais me trouver une job dans les médias traditionnels. Je suis bloqué, barré à mort. Ah, ben oui, t'es étiqueté, là. T'es carrément d'un bar, puis j'ai pas ramené. Il faut que je rentabilise. Moi, je veux informer les gens, mais en même temps, il faut que je vive. Fait qu'il faut que je rentabilise mon média. Là, pour l'instant, tout est gratuit parce que j'ai essayé de me faire connaître depuis 6 mois à travers mes publications. Mais éventuellement, je vais vendre des abonnements. Éventuellement, je vais avoir de la publicité aussi sur mon site web. Mais ça demande un certain courage, faire ce saut-là. Dire, moi, je pars mon propre média, puis ça va être complètement à l'encontre du narratif dominant. Puis si tu veux retourner sur le site web, là, Dan, pour montrer les sections, là, tu vas voir que... beaucoup de sections. Le site web est bien fait en passant. Félicitations. Je passe pas par 4 chemins, là, je veux dire, va sur la page d'accueil, OK, check ça. Bon, actualité éditoriale, enquête, jusque-là, ça va. Oups, les chroniques de l'Empire, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est clairement par rapport à l'Empire américain. Donc, après ça, on a globaliste versus réaliste. Là, tu as rentré dans la section. J'ai publié un article justement là-dessus. Trump qui veut un changement de régime au Venezuela. Dans le fond, Trump, ce qu'il nous dit, c'est non, on fait juste détruire les narcotrafiquants. Pas vrai, il veut un changement de régime, c'est ça qu'il veut. Oui, avec il y a quelque chose qui est sorti récemment, peut-être tu ne le vois pas, je te le ferai suivre avec plaisir parce que ça amène une piste de réflexion intéressante. Le lien entre Maduro, Biden, les groupes récents qui ont infiltré aux États-Unis et Venezuela, les gangs de rue. Alors, Maduro avait une entente avec Biden, carrément une entente avec Biden, pour rentrer ces cartels-là, un deal, et en échange de quoi? On s'aperçoit, et c'est ça la découverte du vidéo qui est spectaculaire, il y a toutes sortes d'intrusions extérieures, des fois inconnues, qu'on n'est pas au courant. Et c'est des spécialistes pour aider à manipuler des votes électoraux dans d'autres pays. Alors, en 2020, le Venezuela a participé à l'élection aux États-Unis en aidant le camp Biden. Wow, c'est capoté, ça. C'est qui a sorti ça, cette nouvelle-là? Oui, c'est un lien YouTube, je te l'enverrai, puis tu pourras l'écouter, mais c'est assez... Juste le fait que tu mets ça, puis là, il met les liens. Wow! Je dis, aïe, c'est majeur.
Puis les speedboats, regardez les démocrates, et là, on comprend tout d'un coup pourquoi les démocrates, ça les énerve de voir des speedboats se faire péter. C'est pas des bateaux de pêche, ceux qui connaissent ça, on sait très bien c'est quoi. Mais c'est parce que si Maduro a aidé les démocrates à gagner, avec des machines électorales, entre autres, spécialiste là-dedans, je le répète, le Venezuela s'est développé une expertise, mais pas juste aux États-Unis. Ça a l'air qu'ils se promènent un peu partout. Ils offrent le service, c'est des experts là-dedans. Wow! Ouais. OK, écoute, je ne savais pas ça, mais si moi non c'est plus, avéré, c'est une nouvelle d'une ampleur phénoménale, en fait. C'est sûr que les médias de masse ne parleront pas de ça. Exactement, ils ne parleront jamais de ça. Puis, de toute façon, si la nouvelle vient qu'à sortir, ça sera toujours décrit comme étant du complotisme. Oui. C'est la meilleure façon de toujours dénier une certaine emprise sur la réalité, c'est-à-dire que ton titre est juste. Il y a un changement de régime que Trump veut absolument. C'est parce que, tu sais, moi, je me suis dit, il faut quand même renseigner les gens sur ce qui se passe réellement là-bas. C'est-à-dire que là, on essaie de nous faire croire que l'administration Trump fait juste bombarder des bateaux speedboat remplis de cocaïne. Non, tu n'envoies pas le plus grand porte-avions, le USS Gerald R. Ford, qui mesure 333 mètres de long avec des F-35 là-dessus. T'envoies pas ça dans la mer des Caraïbes ou le long des côtes du Venezuela pour le fun. Non, je l'ai vu, j'ai assisté à l'inauguration de ce bateau-là, puis c'est immense. Il y a des catapultes électromagnétiques. Les avions, ça décolle, il y a des off-spray. Juste la flotte d'avions qu'il y a sur ce bateau-là, ça dépasse la flotte d'avions du Canada, là. Le Canada, on est insignifiant là, en matière de forces armées. C'est ça. C'est avéré. Mais regarde, ton image est bonne parce que quand on dit un porte-avions est déployé, les gens ne savent pas. Quand un porte-avions est déployé, tu as une frégate, un système Aegis autour, puis 2-3 destroyers autour. Puis un ou deux sous-marins, selon le cas, selon comment ils filent. Fait que c'est une force. Ce que les gens ne savent pas, par contre, c'est que le Venezuela est un allié de la Chine et de la Russie aussi. Ils font du commerce ensemble. Ouais. Et là, ce qui se passe, c'est que ça se pourrait que ça brasse un petit peu dans la mer des Caraïbes parce que la Russie a envoyé 2 destroyers le long des côtes du Venezuela pour agir comme un élément dissuasif à l'égard des Américains. Il ne faut pas oublier que la guerre en Ukraine, c'est une guerre par procuration qui est menée par les États-Unis contre la Russie. Le deal, c'est que les corps, les soldats, sont fournis par l'Ukraine et les armes par les Américains. C'est ça le deal. Puis le but, c'est d'affaiblir la Russie. Là, les Russes, que nous dit le colonel Douglas McGregor dans son entrevue que j'ai mis dans... C'est un petit segment, c'est une clip là, que j'ai mis dans l'article, c'est que les Russes sont probablement rendus à 130 000 morts en Ukraine et les Ukrainiens, eux autres, à 1,8 million. Donc, ce gars-là, c'est qui, Douglas McGregor? Lui, c'était un conseiller spécial senior du secrétaire à la défense sous Trump lors de son premier mandat. Donc, c'est quelqu'un qui est encore pas mal plugué avec des contacts au Pentagone, etc. Il sait exactement ce qui se passe sur le champ de bataille. C'est une source très crédible. Et là, pourquoi, là, il nous explique pourquoi, en fait, les Russes envoient des destroyers pour défendre le Venezuela. Ben, c'est pas compliqué, c'est parce que c'est la fin de la doctrine Monroe. On est entré dans un monde multipolaire. Et la doctrine Monroe stipule que seuls les États-Unis peuvent être une force, une puissance internationale sur les Amériques. C'est ça, essentiellement, la doctrine Monroe. Là, on voit que les Russes challengent ça. Mais pourquoi les Russes challengent ça? Pas parce qu'ils sont spécialement attachés au Venezuela, mais parce qu'ils savent très bien que les Américains leur font mal avec la guerre en Ukraine. Puis ils veulent prendre leur revanche un peu, là, tu sais. Ils veulent leur nuire, en fait. Le Venezuela a été longtemps leur chasse gardée. L'Amérique du Sud, chasse gardée de l'Empire soviétique à l'époque. Ils ont continué les relations. Le Brésil est à cheval sur les deux. Dans les années 90, le Brésil est... Ça fait partie des BRICS aussi, plus proche du... Mais c'est ça. Ça fournissait des moteurs. Ils fournissaient des moteurs des vecteurs, qu'on appelait les vecteurs, parce que quand tu as des missiles
tu as le vecteur, tu as la tête nucléaire, donc les moteurs vecteurs, donc tu es Mhm. fourni entre autres par Venezuela, Brésil et autres, des spécialistes là-dedans aussi. Tu sais, il ne faut pas négliger l'Amérique du Sud comme de quoi ils ont de la techno aussi, sont avancés sur certains aspects. L'Argentine était producteur de plusieurs choses aussi, donc avec le renversement de régime, ça change la donne. C'est un autre ballon qu'il y a dans le coin. Venezuela, on se rappelle, c'était Chavez aussi. Il y avait le pétrole avec les Russes et autres, il a affamé son Mhm. peuple, il mangeait du papier de toilette puis des chats, c'était carrément ça, Ben, là. le problème avec les pays d'Amérique du Sud, c'est parce que depuis la financiarisation de l'économie, ils sont sujets aux sanctions américaines. Donc, il y a la dévaluation de la monnaie, puis une grande paupérisation qui s'ensuit. Mais c'est des pays excessivement riches en ressources naturelles. Donc, si ces pays-là réussissent à s'allier avec les BRICS pour faire des échanges commerciaux pour les ressources naturelles, probablement que leur niveau de vie va augmenter parce que l'Empire américain, eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est pénétrer dans le pays par une force militaire, extraire les ressources. C'est de l'impérialisme, en fait. Puis après ça, ils Oui, s'en oui. vont. Ils s'en foutent. Ben, c'est du, Fait je dirais, c'est l'impérialisme, mais on pourrait dire parce qu'on dit multipolaire, j'aime pas la définition, moi, ça fait plusieurs mois que je le dis. Ça, je m'oppose un peu à ça dans le sens que euh, je dis plutôt tripolaire, pas multi-tripolaire. Chine, Russie, États-Unis. Et l'expansion actuelle des États-Unis se veut une réponse à l'expansion de l'impérialisme chinois communiste et russe aussi. Exemple l'Afrique, exemple l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, c'est au port des États-Unis. Le Canada, avec la Chine au Canada, ben là, c'est des États-Unis se ramassent avec un voisin pro-chinois au nord je et sais pas ce qui va se passer avec ça, mais pro-russe pro-russe au sud. Alors, si ça les devient trop États-Unis sont sérieux, cerclés, là. Trump, il ne laissera pas faire ça. Non, parce qu'il est un Ça pourra général pas. en chef, il peut utiliser des armes. Il va le faire parce que c'est son devoir. Il y en a qui ne comprennent pas. Mais quand tu en relation internationale, quand tu étudies là-dedans, si tu as une capacité de frappe, ne pas l'utiliser, tu es imbécile, tu es idiot et tu es nuisible à ton pays qui te fournit cette possibilité-là. Et tu as la diplomatie aussi qui joue. Le porte-avions, ça va avec la lignée américaine aussi de dire, tu sais, la diplomatie en parole, c'est bien beau. Puis c'est un ancien amiral de la Navy qui avait dit ça. Puis je vous résume ça, son terme, c'est les blablas politiques puis diplomatiques, c'est bien le fun, mais il n'y a rien de mieux qu'un bon 80 000 tonnes d'acier pour faire réfléchir la diplomatie. Donc, c'est ça. C'est de moins en moins vrai aujourd'hui, je dirais. C'est parce que moi, ce que j'ai écrit dans mon texte par rapport à ça, c'est que Mhm. les États-Unis font juste gonfler les muscles. Tu sais, ils s'en vont devant le Venezuela, là, puis là, ils font les gros bras. Ouais, ouais. Mais en fait, on sait tous très bien aujourd'hui, puis surtout si le Venezuela c'est associé avec les Russes, puis que les Russes ont déployé des destroyers qui ont des missiles balistiques de style Orensnik. Oui, Orensnik, en tout le cas, Resnick, puis le nouveau Poséidon que j'ai montré donc, la semaine dernière. c'est des missiles qui peuvent voyager à Mach 10, Hum. déployés à partir des destroyers. Donc, tout le monde sait qu'aujourd'hui, envoyer de l'acier ancré devant un pays, c'est plus ça qui va déterminer le cours des choses, étant donné que les armes hypersoniques, supersoniques sont tellement avancées qu'ils peuvent être déployées à peu près de n'importe où sur la Terre, puis atteindre n'importe quelle cible sur la Terre. Donc, tu sais, c'est plus déterminé par le nombre d'avions, puis de porte-avions que tu as, puis de navires. C'est qui a la meilleure frappe balistique qui peut atteindre une cible sur la planète en le plus court laps de temps. En Et partie, oui, à mais cet effet, l'avantage des porte-avions demeure que c'est la seule armée au monde qui peut déployer beaucoup de choses. Puis là, ce qui s'en vient, c'est la guerre des drones. Ça, c'est commencé depuis longtemps. Il y a 10 ans, Nova avait fait un reportage extraordinaire là-dessus, puis ça m'avait frappé déjà il y a 10 ans. Imaginez, il y a 10 ans. On est en 2025, qu'est-ce qu'on peut faire depuis ce temps-là? La force de frappe américaine par drone était à un niveau tellement élevé, je ne savais pas qu'elle était rendue à ce niveau-là. Les drones, c'est que là, ils peuvent ils sont plus durant petits. la guerre d'Irak, ça. Non, mais pas, je parle récemment. Ils peuvent en embarquer beaucoup sur les porte-avions, justement. Et la force de frappe des drones américaines, on parlait non officiellement, là, on parle de là, 10, 12 ans, 15 ans, de 6 000 drones d'attaque, à peu près.
pour une flotte de 15 000 total drones, surveillance et autres. Et là, c'était donc ça l'a augmenté, les Russes aussi. D'ailleurs, c'est ce qui fait mal à la Russie actuellement dans le conflit en Ukraine, les fameux drones envoyés en Ukraine. Ça coûte pas cher, tu peux en envoyer. Donc, le porte-avions, c'est pas tant effectivement, d'envoyer le métal là, c'est pas ça qui fait réfléchir. C'est un signal. C'est ça, c'est symbolique, puis ça aide la diplomatie à réfléchir, je dirais. Le Japon a inauguré cette semaine son railgun, ça m'a surpris. Ils vont encore dans le railgun, alors que la Navy américaine avait un peu laissé de côté ça, le railgun. Mais en fait, eux autres, probablement qu'ils ont vendu le railgun au Japon. Et pendant que les Américains cherchaient c'était quoi leur nouvelle arme de remplacement, ben, ils ont été sur le laser, le laser beam. Je ne sais plus comment. Donc, l'armée américaine est bien positionnée, même avec les contre-mesures face aux missiles hypersoniques avec des lasers. C'est les seules armes pouvant arrêter des missiles hypersoniques. C'est les armes dont nous, on est au courant. Tu sais. Parce que c'est sûr qu'il y a des affaires qui sont développées de manière plus que top secrète, là, qui doivent être déjà embarqués sur ces navires-là dont personne n'est au courant, là, qui sont des forces de frappe très, très, très dissuasives. Mais je pense qu'on va dire, je vais prendre la suggestion de Francine, j'en parle depuis 2022, je ne suis pas pire, ça fait longtemps, j'ai étudié en armes stratégiques dans mon domaine, puis j'en parle depuis l'invasion Russie-Ukraine, j'ai encore mon vidéo qui roulait pour montrer les forces en présence, mais je pense qu'on serait dû effectivement pour faire un podcast, on le fera ensemble, un bon podcast juste là-dessus, parce que beaucoup de gens ignorent totalement c'est quoi les bébelles en présence, puis il y en a de la bébelle. Tantôt, j'ai parlé dans le budget Carney, entre autres. Ben là, je ne sais pas si tu l'as vu, mais on a après la Space Force américaine, tout d'un coup, le Canada investit 182 millions pour aller dans l'espace, lancer des fusées. Au Canada... Des peanuts, ça, 180 millions canadiens en plus pour lancer des fusées. C'est une joke. Bon. Il y en a qui pensent que c'est une joke, effectivement, qu'après 1 milliard, ça ne décollera pas encore. Toujours est-il que, ils s'en vont là-dedans. Les gens ne le savent pas, mais ceux qui sont dans la région de Québec le savent un peu plus, la base de Valcartier. Si vous voyez un missile, antimissile, c'est pas pour rien, c'est parce qu'à Valcartier, ils en développent. C'est pas nous autres qui faisons nécessairement les têtes, mais les vecteurs, les moteurs, les systèmes d'acquisition informatique. Je suis un gars d'informatique, j'ai connu des gens en informatique qui travaillaient là. Fait qu'on avait pu avoir des discussions intéressantes là-dessus. Donc, on est très performant pour les systèmes d'acquisition au sol et aérien, des radars. Donc, on a des gens très brillants qui travaillent dans l'armée. J'ai montré un topo, moi, J'ai fait 182 millions, c'est une farce là, en matière de développement de force. Mais ils tiennent, c'est comme symbolique. C'est un noir à cash, cette affaire-là. Oui, j'ai l'impression que c'est symbolique ou bien, c'est que ça cache d'autres choses, peut-être. Et c'est une force. Puis il va y aller du côté américain pour l'autonomie, la souveraineté, blablabla. Puis je suis d'accord avec toi, pour en a parlé tantôt, 188 millions, c'est une pinotte. On est loin d'Elon Musk. Mais pourquoi le Canada, tout d'un coup, sent le besoin? Et c'est associé à un genre de plan de protection nord, de défense nord. Là, okay. Donc, peut-être ça va être un plan pour des petits missiles à plus courte portée. En cas d'invasion par le nord, ça peut être suffisant. C'est une possibilité. L'armée canadienne... D'ailleurs, la défense canadienne est dans le projet. Donc, c'est pas juste pour envoyer des satellites de météo. Oui. Mais il y a un drôle de positionnement de la part de ce gouvernement libéral-là. Notamment la tentative de rapprochement de la Chine sur le plan commercial, etc. Tout le monde sait que tu te rapproches sur le plan commercial de tes alliés, principalement géopolitiques et militaires. Donc, si tu te rapproches commercialement de la Chine, ça veut dire que normalement, tu te rapproches de ce bloc géopolitique-là aussi. Or, c'est le bloc opposé aux Américains qui sont nos voisins et principaux partenaires commerciaux. 1000 milliards de dollars d'échanges commerciaux bilatéral par année entre le Canada et les États-Unis. Donc, j'ai montré le graphique hier. Peut-être que Trump il va dire, là, si vous voulez faire partie du dôme d'or, ça ne marchera pas, là, votre affaire avec la Chine. Là. Nous autres, on ne vous inclut pas là-dedans. Là. C'est peut-être quelque chose comme ça là, qui va se passer, là, parce que là, on est en train de l'échapper, en train que nation, on est gouverné par des gens qui se rapprochent d'un bloc géopolitique qui n'est pas une association naturelle pour le Canada. Ça, c'est dans le budget d'hier. C'est l'état de nos exportations actuellement.
Ben, sans surprise, les États-Unis demeurent le numéro un partenaire du Canada pour nos exportations à nous. Ouais. Même s'ils ont baissé, les exportations, on voit la baisse, mais c'est quand même la majorité de nos exportations vont Ben aux oui. États-Unis Ben encore. oui. Les importations aussi, parce que ça, c'est les exportations, mais nos importations, on importe beaucoup des États-Unis aussi. Mais ça, c'est des chiffres basés sur la matière, marchandises. Il ne faut pas oublier les échanges qu'on a entre les De individus service. aussi. Les L'échange de services, services. les personnes, c'est très lié, là. Et Ouais. ton point est excellent, mais c'est paradoxal parce que, comme je l'ai montré récemment quand je suis allé à Ottawa, puis je retourne bientôt, pour le jour du souvenir en passant, je vais être là, à Ottawa, et Excellent. vous êtes tout le monde invité, venez-vous-en. Maxime Bernier va être là aussi. Mais quand je suis allé la dernière fois à Ottawa, j'ai pris des photos, je les ai montrées. La surprise, c'était de voir les compagnies américaines, tous là, Lockheed Martin était là, Raytheon, tout ça, et des bâtiments neufs, près des bâtiments de la défense canadienne. OK. J'ai été surpris de voir le complexe de Lockheed Martin aussi gros que ça. C'est quand même majeur. C'est pas juste un petit bureau de paperasse pour faire des photocopies, là. Donc, il y a vraiment des hangars, du stock, du matériel, et il doit y avoir des souterrains comme les gars l'autre. Toujours est-il que les Américains sont très, 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 très présents au Oui, Canada. Donc, c'est sûr. Ben, on a de quasiment jouer la sur le cour dos arrière. avec la Chine, ça reste à voir. C'est spécial, c'est spécial. Nous, on est quasiment la cour arrière des Américains, en fait, en matière politique, en matière économique, puis même en matière de géopolitique, là, il y a peut-être juste Jean Chrétien qui a dit non, nous autres, on n'ira pas faire la deuxième guerre du Golfe, là, mais C'est vrai. généralement, on se met toujours derrière les décisions des Américains, là, je veux Mais il y dire, avait on une se range raison. derrière les... Il y avait une ceux raison qui... pour ce deuxième conflit-là qui était passé sous couvert à l'époque. Ça s'appelle la compagnie de pétrole Total, et Total Elf à l'époque, qui avait des intérêts en Irak et dont, à l'époque, 4 des intérêts appartenaient à une famille canadienne très connue. Ouais, Ça commence par Deb, ça finit par ouais, Marais. c'est ça. Fait que eux autres, c'était les principaux conseillers de Jean Chrétien. Et il était avec la France à ce moment-là, parce que Total, une compagnie française de France, Compagnie la France française. n'avait pas voulu collaborer non plus. Vous voyez le lien? Donc, Jean Chrétien avait pris un parti contre les États-Unis. C'était un peu une première historique de ne pas suivre les Américains. Par contre, Ben, il y a en quand même des Libye, troupes, il y a des, je veux dire, il y a des forces spéciales qui se sont jointes. ben Ça n'a oui, pas été ben oui. médiatisé, là. Ça n'a pas été C'est ça. Ils médiatisé ont été grandement, mais pareils. Pas officiellement. La Libye, c'est la même chose. Nos F-18 ont collaboré en Libye. Ils étaient au-dessus, ils faisaient la surveillance, jamming down, support logistique, bombardement, c'est ça. Ben, d'appoint. le Canada, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire là, sur le plan géopolitique. Ce n'est pas une puissance. Nous, on est la cour arrière des États-Unis. Donc Mm. là, ce positionnement-là du Canada de vouloir se rapprocher de la Chine, plutôt que de faire un deal avec les États-Unis, c'est ça notre meilleure avenue Ouais, possible. C'est pas facile de négocier avec Trump, c'est pas facile, j'en mais non. conviens. Mais il faut quand même avoir un Ouais. deal avec lui. Parce Mais que est-ce que c'est plus le, facile de négocier avec Trump ou négocier avec le président Xi Jinping de la Chine ou Vladimir Poutine? Lequel est plus facile, les trois? Je ben, c'est parce pense. que moi, je pense que, un, les États-Unis, c'est un partenaire commercial historique. Deux, la pire entente négociée ne sera jamais pire que ce qu'on a à l'heure actuelle. Parce qu'à l'heure actuelle, on a 25 de tarifs sur les biens qui sont à l'extérieur de l'accord États-Unis, Canada, Mexique ou États-Unis, Mexique, Canada. Puis là, on s'est fait rajouter 10 de tarifs supplémentaires avec la publicité de Ford slash Ben Carrier. oui, Fait que succès. ça donne quoi? Ça donne une balance commerciale négative pour le Canada à partir du mois d'août de 3 et une balance commerciale d'importation positive de 0,9 pour le mois d'août. Donc là, les tarifs nous rentrent dedans pour de vrai. Et on le voit aussi sur le plan de l'exportation du bois d'œuvre, une diminution de 25 depuis l'entrée en vigueur des tarifs. 25 de diminution de l'exportation du bois d'œuvre. Donc, ça met à mal pour de vrai les régions du Québec, ailleurs au Canada aussi. Et il y a des emplois qui sont associés à ça, il y a des familles pour de vrai. Donc, c'est primordial d'avoir une entente le plus rapidement possible avec les États-Unis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont choquer Trump.
Ils savent que le gars, là, il n'est pas. Tu sais, si tu deals avec Poutine, il est froid et rationnel. OK? Il prend des décisions sur la base des intérêts. Si tu deals avec Trump, ben, il va prendre des décisions sur la base des intérêts nationaux aussi, mais c'est un émotif. Il est émotif. Fait que, tu sais, va pas le choquer. C'est sûr que tu vas te le mettre à dos. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent une pub pour. Tu sais, non, regarde, tu te tires dans le pied. Et... C'est sûr que ça n'allait pas passer. Ça aurait été, en fait, ça aurait été le contraire que ça passe. Ça aurait été exactement le contraire, que Trump ne fasse rien. Puis, de toute façon, on l'a vu là, avec ce qui s'en vient des négociations. Le poulet, j'en ai parlé cette semaine. Hier, c'est une vraie joke. Le poulet, donc, on a tué nos poulets pour la grippe aviaire. On a éliminé des abattoirs au Québec, au Canada. Résultat, 60 de notre production, ben là, c'est ça, on va acheter du poulet des États-Unis maintenant. Donc, on vend tout notre or, on tue nos poulets, on a une monnaie qui est dévaluée. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, là, il va y avoir une fatigue. Moi, je le prédis, là, dans les prochaines années, il va y avoir une fatigue. De plus en plus de gens vont quitter ou vont être résignés à subir leur sort. Là. Tu sais, il va y avoir une sorte de défaitisme qui va s'installer. Mais en tout cas, nous, c'est pour ça qu'on a des médias indépendants. On veut, au contraire, motiver les gens à se renseigner et à agir. Mais c'est très difficile. C'est très difficile. Puis ce qui s'en vient va être pire parce que là, ils nous endettent. Tu sais, un budget là, déficitaire de 78 milliards, qu'est-ce que ça fait? Ça vient d'évaluer la monnaie. Et là, on s'enligne vers le debasement trade, en fait. Hein? Tu sais, c'est que c'est uniquement les biens. On appelle ça en anglais des hard assets, comme l'or, le bitcoin, etc., qui vont garder leur valeur, mais plus tu t'endettes, plus tu imprimes de l'argent, plus tu crées de l'inflation, plus ton unité monétaire est dévaluée. Et donc, c'est pas parce que les biens coûtent plus cher, c'est parce que ton unité monétaire est dévaluée que tout coûte plus cher. Ben oui, c'est ce que j'explique aux gens. C'est ça, parce que nos importations, c'est nous qui mettions des contre-tarifs. Et lors des dernières élections fédérales, il a fallu que j'explique ça dans le porte-à-porte aux gens parce qu'ils pensaient tous que c'est à cause de Trump que les prix montaient. J'expliquais à une madame qui arrivait à l'épicerie. Comment ça, ils pensaient ça? Ben oui, ben c'est ça, les médias, hein, ça a marché. Nos médias traditionnels. Et voilà. Mais ça a rentré, hein, ça a rentré solide, planté, lavage de cerveau brossé, en fait, solide. Les études psychologiques le montrent depuis très longtemps. La plupart des gens n'ont pas d'opinion, puis ils vont aller avec l'opinion dominante. C'est du 80-20 environ. Fait que ceux qui ne font qu'écouter le Radio-Canada ou TVA, lisent la presse et le devoir, là, je veux dire, c'est l'extrême centre. C'est l'extrême centre. Ils vont tous penser pareil, un peu plus woke, un peu moins woke, un peu plus fédéraliste, un peu moins fédéraliste, un peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, mais en fait, tous ces gens-là sont au centre. Puis là, tu parlais de monnaie parce que, comme vous le voyez, Julien connaît aussi un peu les affaires de crypto, monnaie, il est bien renseigné. Puis il a parlé, vous en avez vu un petit aperçu. Voyons notre dollar canadien aujourd'hui. Il n'a pas monté suite au budget, je ne comprends pas. Donc, on est à matin à 70,84. Aïe. Dire que sous Stephen Harper, à un moment donné, le dollar canadien valait plus cher que le dollar américain. Oui, il faut monter, ben là, il faut monter à loin. Il faut monter, si je le mets à 10 ans, même si ce n'est pas assez, parce qu'effectivement, on était au pair ici, là, avant Trudeau, on était au pair. Et puis, on était à 85-90 cents ici dans le temps d'Harper, effectivement. Mais ça, on l'a oublié. Puis les médias ne le rappelleront pas. Hein? Donc, et l'importance du dollar, un dollar faible, parce que c'est pour ça qu'il y en a qui disent, mais là, si Trump impose des tarifs, ça pénalise les Américains. Je parlais. C'est une arme à double tranchant, en fait. Ben oui, parce que ton dollar, il plante. Alors, ton contre-tarif, toi, tu mets un contre-tarif, tu es épais, parce que tu fais payer tes consommateurs. Deux, ben, les Américains payent plus cher, mais leur pouvoir d'achat, il est gros aux États-Unis. Puis toi, tu baisses ta valeur. Fait que ce qu'ils peuvent acheter avec 100$ au Canada, ben, il augmente encore. Et les œufs, je donnais l'exemple à madame, dans le porte-à-porte, des œufs, madame, vous avez des œufs du Québec? Elle dit oui. Ils sont faits où? Au Québec. C'est OK. Puis l'emballage, c'est breton, c'est Québec, ouais. C'est quoi le rapport du tarif de Trump là-dedans? Ben, c'est à cause de lui que ça monte. Un peu. Les œufs, les poules au Québec.
emballé au Québec, vendu dans un métro Richelieu québécois. Euh, il est où Trump là-dedans? C'est où les tarifs, là? Il n'y en a pas. C'est les contre-tarifs qui faisaient mal, c'est bien évident. Mais ça n'a peut-être pas été expliqué suffisamment. Ben, Mais pas du maintenant, tout, pas du tout. On était le seul assez simple parti avec Maxime à en parler et à l'expliquer. Les gens, on luttait c'est assez contre simple à comprendre, en fait. un rouleau compresseur de médias qui disait que tout est de la faute à Trump. C'est pas compliqué. Là. Puis d'ailleurs, hier au budget, je pense que c'est Radio-Canada qui ont trouvé un chroniqueuse de dire si on a un budget élevé déficitaire, c'est à cause de Trump. Il y a quelqu'un qui a dit ça hier. Pour ils vrai. Ont même réussi à aller là. Ils ont même oui. réussi à aller là. Alors, on a encore du travail d'information à faire, Julien, comme tu vois. Puis, incroyable. On va continuer à le faire. Puis avec FNL, donc sur le site web de FNL, comme j'ai dit, je n'ai parlé à Julien, on avait partagé des choses. C'est une belle collaboration, en fait. C'est le début d'une collaboration entre Indocile Média et FNL News. Effectivement, il va y avoir une section spéciale. C'est ça, il va y avoir une section ici. Puis vous voyez, tu sais, j'ai toujours et des fois, là, ça laisse des traces. J'en suis fier. J'avais les nouvelles du 1 et autres. Ceci dit, il y a des bonnes nouvelles, chers amis. Ça va revenir parce que mon nez Rumble bloquait et autres. Bon, il y avait des problèmes techniques. Donc, c'est revenu. La NCI, CENC. Si je te dis ça vite demain, Julien, est-ce que ça dit quelque chose? Aucune idée. Bon. Et ça, c'est une honte au Canada parce que les médias ne l'ont pas couvert. C'est la commission d'enquête. Ah, ben oui. OK, ben oui. Là, je sais c'est quoi. Ben oui. Ben alors, j'ai fait une section spéciale. Moi, j'étais présent à celle de Québec. Chaque jour est là. Et, sais-tu quoi? Ça a servi la semaine passée à quelqu'un qui disait, hey, y a quelqu'un qui a déjà parlé de ça? Je dis oui. Parce que chaque journée, je détaillais la journée. On a les vidéos live extraits avec tous les commentaires des personnes. Donc, l'importance d'avoir un média statique écrit, il y a des choses dedans que tout est là encore. Tout est là. Ils ne peuvent pas l'enlever. Alors, puis les citations sont là. Les liens avec les documents de Pfizer, on l'a partagé, ça c'est drôle. Une citation. Ici, c'est un ouvrage de référence, si on veut, tu sais. Ben oui. Donc, il faut laisser des traces comme ça. Et avec Indocile Média, on va jumeler ça, on va multiplier, en fait, les portées. Patrick Provost et aussi d'autres personnes qui ont toutes témoigné là. On a le dépôt là-dedans. Vous allez retrouver le dépôt de... On est la seule place au Canada qui a eu un dépôt officiel d'un rapport du coroner de quelqu'un décédé du vaccin. Wow. Donc, c'est un de mes amis. Et c'est son c'est son beau-frère. Donc, il a fallu qu'il se batte pour l'avoir. Ça n'a pas été facile. Et on l'a déposé à la commission. Un vrai de vrai rapport du coroner suite à une autopsie. Et donc, l'importance d'avoir des médias indépendants libres, c'est ça que ça fait. Et Indocile Média en fait partie. Il faut continuer à promouvoir ça. Absolument, on va aider le maximum. Donc, c'est en s'aidant ensemble. C'est le fun, Daniel, parce que sans qu'on se soit consulté, je veux dire, on a des atomes crochus, là, on le voit, d'un point de vue de la géopolitique, même le slogan respectif, les slogans respectifs de nos médias, Libertas Veritas qui est honor, In Libertate Veritas, je veux dire, il y a vraiment quelque chose, là, on est dans la même veine, dans le même type d'information. Je ne sais pas si tu veux remontrer le site, juste pour finir avec les sections du média. Je veux juste leur montrer, parce que tu as montré le slogan. Je veux juste leur montrer parce que c'est un gros visuel. On fait du brainwash. Ben oui, In Libertate Veritas. Alors voilà. Alors, Libertas Veritas Honor. Et le site web d'Indocile Média, les sections, bien sûr, on va leur montrer avec plaisir. Abonnez-vous, allez sur X. Donc voilà, l'administration Trump veut un changement ici. Je reviens à l'accueil. Alors, Indocile Média ici. Ça ne sera pas long, il y a un délai. Ah, OK, ben oui. Et voilà. Donc, c'est ça, si tu descends, bon, tu sais, on a les chroniques de l'Empire qui parlent de l'Empire américain. Après ça, tu as globalisme versus réalisme. Et toi, je sais que tu traites beaucoup de ces sujets-là. Le globalisme, tu appelles ça le mondialisme. C'est la même chose, en fait. Ça, c'est comme le premier article en haut, là, il reste piné là. Lui, c'est mon cadre théorique pour analyser la géopolitique mondiale. C'est le globalisme versus le réalisme. Et là, j'explique, c'est un long article, là, il doit faire 2 000 à 3 000 mots. J'explique exactement comment je perçois les choses, dans quel
type de grille d'analyse. Là, je vais analyser la géopolitique et c'est vraiment, moi je crois qu'aujourd'hui, désormais, c'est qu'il y a deux factions pour l'Occident, du moins, qui s'affrontent. Ce sont les globalistes et les réalistes. Les réalistes étant incarnés par le camp trumpiste et les globalistes étant le World Economic Forum. Oui, et c'est transnational, en fait, là, dans toutes les nations, les milliardaires, etc. Et là, c'est un point ici. Puis Mathieu Bocoté a commencé à en parler un peu, mais il n'est pas là-dedans encore tout à fait, mais je pense qu'il devrait s'intéresser à ton travail. L'érosion de la souveraineté des nations, on le voit bien, c'est volontaire, cette destruction de l'esprit d'une nation, l'esprit d'un peuple, l'esprit d'une souveraineté. On a tellement craché sur les nations pour dire que c'est un concept, ça n'existait pas. Vous n'existez pas. Vous n'êtes pas un peuple plus que les autres, vous êtes tous pareils. C'est de la merde. Mais on veut détruire ça, puis tu reviens sur le Club de Rome. Tu n'as pas le choix. Si tu veux établir un gouvernement mondial, il faut absolument que tu détruises l'esprit de la nation. Tu sais, ce qui forme la nation, ce qui forme le cœur, l'essence d'une nation, ça doit être brisé. Ce sentiment-là, cette émotion-là, pour plus qu'il y ait de souveraineté nationale, justement. Donc, c'est difficile, là, c'est très grave ce qui s'en vient, tu sais, puis même ce qui est déjà en cours, parce qu'on le voit avec l'immigration de masse. D'une part, tu veux diluer le sentiment national en diluant démographiquement pour plus qu'il y ait de sentiment d'appartenance, une forme d'insécurité. Par la suite, tu vas introduire des solutions sécuritaires qui vont apporter des sociétés du contrôle. Et une fois que toutes ces sociétés du contrôle-là vont être établies à travers les nations de l'Occident, c'est là où tu vas être en mesure d'établir ton gouvernement mondial avec identité numérique de l'ONU, etc. Ouais. On a beaucoup de sujets, puis tu vois, vous voyez le genre de sujet que Julien traite, vous ne verrez jamais ça dans les médias. Il a expliqué pourquoi. Ça ne fait pas partie d'eux. Ils sont en mission, eux autres, pour autre chose, mais ce n'est pas votre bien-être, c'est clair. La destruction de l'Occident, les médias, ils s'en fichent. On l'a vu hier avec l'élection de Mondani. D'ailleurs, un bon exemple de différence. Non, mais c'est même pas qu'ils s'en fichent, Dan, la destruction de l'Occident. Ils vont même pas se rendre jusqu'à cette réflexion-là. Ils vont pas admettre qu'il y a une destruction de l'Occident. Ils vont pas. C'est pas comme on admet qu'il y en a une puis on s'en fiche. C'est juste de dire qu'il y a une forme de destruction de l'Occident, tu passes pour un complotiste. Donc, pour eux, c'est pas une destruction de l'Occident, c'est une ouverture à l'autre. L'immigration de masse, c'est une ouverture à l'autre, oui, mais ça crée ils sont encore là-dedans. Là. Le multiculturalisme, c'est bon, puis il n'y a pas d'immigration de masse. Crise du logement, ça diminue le PIB nominal. On le voit en Europe. Augmentation de la criminalité phénoménale chez les immigrants afghans, pakistanais, etc., du Moyen-Orient. Nombre de viols de femmes dans les grandes villes européennes qui a augmenté de manière phénoménale aussi. Donc, ça crée une insécurité physique, réelle. Tu sais, les femmes ont peur de marcher dans la rue là, à Londres, de dépasser 9 heures ou à Paris. Après ça crée une insécurité économique aussi. Puis ça diminue la capacité productiviste d'un pays parce que ces gens-là, en fait, viennent pour les avantages sociaux, entre autres. Donc, c'est des extractivistes du filet social au lieu d'être des productivistes de l'économie. Donc, on est dans une sorte de cercle vicieux, mais je pense que là, en tout cas, ça commence là, c'est qu'en fait, globaliste versus réaliste, c'est aussi l'islamo-gauchiste versus le national-populisme. Oui. J'en ai parlé, on a parlé en meeting ce matin, comme en France, ils utilisent la gauche radicale, folle, pour être de leur bord. Et à Londres, il y a une vidéo qui circule maintenant, quand un nombre est atteint d'un certain niveau, il y avait une manifestation d'islamistes à Londres, et là, tu avais une gang de gauchistes en face, puis LGBTQ, nous sommes avec vous, puis ça, puis là, tu as le musulman qui dit non. Vous n'êtes pas avec nous autres. Oui, on est avec vous autres. Non, on ne veut rien savoir de vous autres. Là, il va y avoir un dégel, ils vont l'avoir d'en face, mais comme ça s'est fait en France, la bien-pensance, et si on parle de médias, le New York Post, c'est le seul média qui a parlé du portable de Biden Hunter. C'est le seul média qui dénonçait les affaires à travers toutes et Fox News aussi, donc 2 médias
face à Non, la mais masse. je veux dire, qu'ils en ont parlé, qu'ils l'ont traité comme étant quelque chose de vrai et non comme une théorie du complot. Exactement. Exactement. Puis là, ben, regarde l'image. Les autres le disent franchement, c'est pas du socialisme, c'est Marx et Mandani Wins, et aussi ne pas faire l'erreur de croire qu'il n'y a pas rien. Le C'est New York Times. l'islamo-gauchisme en marche. C'est l'islamo-gauchisme en marche. Ben oui. Mandani, c'est probablement quelqu'un qui est infiltré par les frères musulmans. Ben, en fait, mieux que ça, il a été officiellement hier, je ne sais pas si j'ai l'image encore, le groupe ISIS a financé ça et l'a salué son élection. Ah non. Oui, ils l'ont salué officiellement. Oh, oui, ISIS. Bon, alors... les gauchistes, ce sont des tarés mentales, en fait. Ah, c'est pas juste mal informé. C'est un danger pour la sécurité nationale. Le gars, il est salué par ISIS, par l'organisation islamique. Je veux dire, le califat, puis tout, des gens qui ont violé des tonnes de filles. Massacré. Massacré des peuples, voyons, les Yassidim, ça, les gens Yazidis en Égypte. Les Yazidis, c'est des... C'est du monde aux yeux bleus là, qui vivent au Moyen-Orient. C'était 10 000 ou 15 000 morts, des Coptes égyptiens aussi, les Yazidis. Les chrétiens, les Coptes égyptiens, des chrétiens, ils ont brûlé dans les églises vivants. Donc, c'est ce qu'ils ont fait, ISIS, armés et équipés par le Qatar via les armes vendues à Obama exactement en juillet 2014. J'ai la date. Ça finit plus. Hein, je trouvais ça épouvantable. Puis, c'est Obama qui a financé cette guerre-là. Au Moyen-Orient, quand tu creuses, là, tu finis plus de trouver de la merde. Mais je l'ai... Tu sais, regarde, Syrie en ce moment, là, Jordanie, là, pendant la guerre en Irak, lui, il faisait partie d'Al-Qaïda puis faisait sauter des soldats américains. Aujourd'hui, c'est le président de la Syrie, puis il est reconnu par les nations d'Occident. Tu sais. Ben oui, pourquoi pas? Alors, on fait une pierre deux coups. On nomme à des postes importants des gens qui sont contre nous. C'est un signe de victoire. Ben écoute, je ne blâme pas les ennemis d'en profiter. Tout peuple qui se respecte dans l'histoire de l'humanité, s'il ne fait pas attention, ben c'est de valeur, mais désolé, mais c'est pas gentil. Ça, c'est ISIS, Opération Manhattan, ça a même un nom, Opération Manhattan Project. Wow. Alors, we in the Islamic State would like to express our sincerest excitement and deepest recommendation for today's jihad in New York City and its valiant and righteous martyrs. Alors voilà, sont fiers de ça. Puis tu as Patente là qui dit Indeed, those who disbelieve spend their wealth to avert people from the way of Allah. So they will spend it, and then it will be for them a source of regret, then they will be overcome. Overcome, ben, ça veut dire qu'on va te dominer par-dessus. Est-ce qu'on peut avoir plus claire expression de ce qu'est l'islamo-gauchisme en ce moment même? Plus claire expression que ça. Le gars est élu par la gauche social-démocrate de New York et les islamistes radicaux. Et il est acclamé par ISIS. Oui, puis il a été payé par les frères musulmans directs. Écoute, je ne savais pas là, je savais pas ce communiqué-là que tu viens de le montrer, je n'étais pas au courant de ça. Je pense que je vais écrire un texte avec ça, c'est bien trop choquant. C'est capoté. Puis mais garde à Virginie aussi, à des postes de haut niveau, la prochaine lieutenant-gouverneur. Elle, lorsqu'elle parle, elle met un voile et tout. Alors, elle a gagné. Alors, voilà. First Muslim woman to ever win a statewide race. Alors, on a Ilhan Omar, mais ils vont élire dans l'État d'Ilhan Omar probablement un gouverneur musulman aussi somalien qui représente bien les États-Unis. Donc, on voit la dérive gauchiste, islamo-gauchiste. Comme je dis, c'est comme en France, en fait. C'est le modèle français. Au Canada, c'est Brampton et Mississauga, c'est la même chose. Toronto va être l'annexe. Montréal, ça va bien. Ils ont passé proche Montréal parce qu'ils se sont gardés une petite gêne. Ils ont mis la photo de la femme voilée trop vite dans le hall d'entrée. Tu sais où ils avaient enlevé le crucifix à Montréal? Oui. Ils avaient mis une photo d'une femme voilée, mais ils ont été un petit peu trop vite, trop emballés un petit peu. Là.
Ouais, Pas mais il y a jusqu'à quand même temps. eu une belle résistance des Québécois, sérieux, cet été, là, quand il y avait les prières en face, les prières musulmanes en face de la Mm. basilique Notre-Dame, tout ça. Là, tu sais, à un moment donné, les gens se sont réveillés. Ça leur a peut-être pris une immigrante iranienne là, tu sais, pour secouer le cocotier un peu. Là, tu sais, Ouais. mais honnêtement, là, tu sais, il y a eu une résistance d'opposer à ça. Fait que ça fait du bien à voir, tu sais, de se dire qu'il y a un sursaut de survie de la part des Québécois, tu sais, qui se disent non, non, regarde, ça marche pas. Là, tu sais, vous Mm. voulez prier dans les rues là, comme des salafistes, comme si vous étiez au Moyen-Orient, là, en Algérie. Là. Non, c'est non. Ça marche pas. Tu sais, fait que ça, Mm. c'est rassurant de voir qu'il y a encore du monde qui se lève pour s'opposer. Là. Mais oui, l'islamisation de l'Occident, je veux dire, les boat people qui débarquent tous les jours en Angleterre, la France est colonisée par l'Afrique Ah islamique. oui, oui, oui. Je veux dire, Accepté. et puis là, ben, on le voit aux États-Unis aussi, tu sais, ces gens-là, leur démographie augmente et ils finissent par occuper des postes de pouvoir. Maire de New York, c'est pas rien. Lieutenant-gouverneur de la Virginie, c'est pas rien. Donc, ils font Ben non. avancer leur agenda. Et on peut pas avoir, on peut pas avoir plus clair. Le gars, il est salué pour son élection par l'État islamique. Non, Mm. il faut que ça arrête. Ça n'a pas de bon sens. Là, Fait mais qu'on moi, je on pense a qu'il va pas. arriver, il va y avoir un bras de fer à un moment donné avec Trump. Là, il va se passer quelque chose. Là, Ben, il a commencé à parler mettre la des ville sous musulmans tutelle. et des chrétiens aussi au Nigeria, mais la mise en tutelle de New York, on va voir ce qui va arriver. Ça va être intéressant à suivre. Donc, voilà, plusieurs enjeux. Vous ne manquerez pas d'informations avec nous autres, c'est clair. Ah oui, Donc, c'est sûr. C'est alors, ça. Puis, tu sais, bon, là, ça, c'était globaliste versus réaliste. Si on continue dans les sections, il reste 2 je vais. minutes parce que le temps file vite, T'as puis il est près de pas besoin 15 de heures. cliquer ces sections, juste à les faire défiler, mais Oui, je je vais m'intéresse aller voir ça. beaucoup aussi au wokisme. Là. J'ai moins écrit là-dessus là, dernièrement, mais parce que, tu sais, c'est sûr que là, je suis tout seul dans mon média, fait que même si j'écris quasi quotidiennement, je ne couvre pas l'entièreté des sections à tous les jours. Clique Non, c'est juste sur, je vais normal. te Mais dire, déjà, si le monde prenne tout ça, les vues sur vu sur X, X, moi je trouve que X, c'est le réseau social qui prône la liberté d'expression le plus avec Telegram. Malheureusement, l'algorithme sur X s'est modifié depuis la fin de la pandémie. Au début, c'était bien, Elon Musk l'a acheté. Là, l'algorithme, on dirait que non. quand tu es trop à droite, Oh il oui. commence à te censurer. Médias pathétiques, alors ça, je m'amuse, je prends des articles de nos médias traditionnels, puis quand ça n'a vraiment pas de bon sens, là, je fais un article pathétique, médias pathétiques, virus, c'est-à-dire que je le critique, puis je me gêne pas, là, si tu cliques là-dessus là, pour le fun, là, tu vas voir, là, je mets une grosse bannière rouge, écrit pathétique, le dernier en liste, c'était avec Olivier Niquette, là, il y Ah, avait... mon Dieu. OK. il avait endossé la violence à l'égard de la reporter de Rebel News, là, Alexa Lavoie. Fait Ah, tu que peux pas aller plus vite, ça jambe. Bon. j'ai fait un article média pathétique. Si tu regardes aussi, j'ai Virus Woke. Donc, je m'attaque au wokisme comme étant un virus, le virus mental du wokisme. Donc, ça, c'est mes sections dans mon média. Tu sais, vous pouvez le voir, là, ça va à l'encontre complètement euh, de Alors, ce je qu'on pense trouve que dans les médias vous traditionnels allez actuellement. vraiment aimer le contenu. Vous avez du rattrapage à faire. Alors, voilà. Alors, merci, Julien, de ta présence. Alors, Merci à toi, Daniel. on va trouver les meilleurs moyens de collaboration tout le temps, tout le temps. Alors, ça va être le fun. On va propulser tout ça. Et voilà. Trop à droite, je suppose. Ben oui, ben, trop de bon sens, mais trop de bon sens, ça fait pas mal. On en manque un peu. Alors, on n'est pas d'extrême droite, mais voilà. Merci beaucoup, Julien, et on se reparle, on se tient au courant. Tout Et à fait. les gens, je pense qu'ils vont t'apprécier beaucoup, vont découvrir. Et on va tu vois que. Suivez-moi sur X, Julien Garon-Carrier. Sinon, un tour sur mon site web, indocidemedia.com. Il y a beaucoup d'articles. Vous ne manquerez pas d'informations. Merci, Daniel, de m'avoir reçu et je salue tes auditeurs. Merci beaucoup, Julien, et on se reparle. Au plaisir. Au revoir. Bye. Alors, c'était Julien Garon-Carrier. Et l'émission tire à sa fin déjà. Ça a été vite, hein? Ça passe vite quand on a du contenu. Imaginez, vous avez des grands médias qui font encore des bulletins d'une demi-heure à peu près. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils montent là-dedans avec des annonces en plus?